Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Alliés découvertes ludiques et séjours touristiques, voici la promesse du réseau des ludogites en France. Pierre et sa femme Ethel sont propriétaires de la Princesse au Petit Pois, un gîte ludique situé sur la côte d'Albâtre en Normandie. Pierre est aussi depuis quelques jours le président de l'association Les Ludogites. J'ai eu l'occasion de faire sa connaissance fin janvier lors du Festival des Aventuriers du Jeu à Gonfreville-Lorcher, près du Havre. Et je suis avec Pierre de la Princesse au Petit Pois, c'est un gîte en Normandie. Bienvenue Pierre. Bonjour. Pierre, je voulais parler avec toi effectivement d'une activité qu'on n'a pas encore évoquée sur le podcast, c'est les Ludogites. Oui. Voilà, donc tu es en Normandie. Avec Ethel, ta femme. C'est ça. Vous êtes sur la côte d'Albâtre, c'est bien ça? Peut-être Pierre, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours à toi et ta femme? Est-ce que déjà vous êtes joueur depuis longtemps et un petit peu votre parcours pour arriver jusqu'au gîte? Alors depuis tout le temps, c'est difficile à dire, les archives ont été détruites, mais on a découvert les jeux de société modernes un peu comme tout le monde dans les années 2000, quand il y a eu le boom des jeux qui sont maintenant devenus des grands classiques qu'on connaît. Les Carcassonne, Catan, etc. Puis avant, on y a joué en tant qu'enfant et ado aux jeux qu'on avait dans les années 80. Petit à petit, c'est devenu, je dirais pas en premier lieu une passion, mais en tout cas une activité assez régulière qu'on pratiquait avec nos groupes de copains. Okay. De fil en aiguille, on a acheté nos propres jeux et puis on avait une petite ludothèque qui était assez respectable. Et donc, oui, c'est une activité qu'on aimait bien, sans être complètement accro dans le monde du jeu comme on peut l'être à l'heure actuelle. Alors justement, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes devenus accro, toi et ta compagne? Parce que forcément, il y a un petit moment de bascule où à un moment donné, ça, on a tous un peu ça. On a joué un peu comme ça. Et puis à un moment donné, on découvre un truc, on ouvre la boîte de Pandore et on tombe dedans et c'est fini, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, tous les deux, on est ingénieurs de formation. Donc, on travaillait dans l'industrie au tournant des années 2020, donc en gros le Covid qui a été le point de bascule de beaucoup de choses dans ce pays. Ethel, elle a décidé de changer complètement de vie, donc on a racheté un terrain en friche qui était de l'autre côté de chez nous, qui est une ancienne ferme avec des bâtiments qui étaient quasiment en ruine. Ethel, son projet, c'était de faire du maraîchage, donc complètement à l'opposé de ce qu'elle faisait avant. Elle bossait pas loin d'ici en raffinerie à Gravenchon. D'accord. Elle s'est mise au maraîchage, effectivement, et sur le terrain, il y avait une ancienne étable qu'on a retapée pour en faire un gîte parce que ça faisait un complément de revenu qui était appréciable. Mm-hmm. Donc c'est parti comme ça, sans qu'il y ait de paramètres jeu dans l'équation. Et puis à un moment donné, au bout d'1 an à peu près, on s'est dit mais c'est quand même dommage ce gîte. La moitié du temps, il n'est pas occupé, quoi. Et notamment, en Normandie, on sait bien que le mois de novembre ou le mois de mars, c'est pas forcément le pic de la saison touristique. Mm-hmm. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait faire que on pourrait avoir envie de venir s'enfermer en Anglesqueville-Labralon pendant tout un week-end, alors que la météo, elle est quand même pas super engageante. Finalement, qu'est-ce qu'on pourrait partager d'autre que ce bel endroit dans lequel on habite? Et on est assez rapidement arrivé à la conclusion que on aimait bien les jeux, on avait une belle ludothèque et ça pouvait être sympa de partager ça. Et donc tout bêtement, Ethel, elle allait sur Google, elle a tapé gîte, jeu de société, un truc comme ça. Ouais. On est tombé sur l'association des ludogites qui avait été créée 1 an ou 2 avant et on a rejoint l'association. Et puis c'est ça qui a été le déclic qui a fait que on est devenu de plus en plus passionné et vraiment maintenant je pense un des acteurs du monde du jeu dans le coin. Ça a été un déclencheur, quoi. Vous avez dit, tiens, un peu par hasard, tiens, il y a une asso qui fait ça. Ouais. Et du coup, vous avez trouvé votre but, quoi. Trop bien. Exactement. Plus particulièrement, on peut parler de votre gîte déjà. Donc, tu disais, vous êtes situé où? Combien de chambres? On est situé à Anglesqueville-Labralon. Alors, c'est un petit village que ça se trouve sur la carte quand même. Peu de gens connaissent. Il doit y avoir 120 habitants à Anglesqueville. On est à 10 km à peu près de la mer. La station la plus proche, c'est Veules-les-Roses, qui est assez connue. C'est une station, un des plus beaux villages de France, avec une belle plage. Et puis un beau village typique des stations balnéaires normandes. Le gîte, donc je l'ai dit, c'est une ancienne étable. On a gardé certains caractères, dont les mangeoires des vaches qui sont dans le salon, qui permettent de poser des jeux. On a 4 chambres, chacune de 2 personnes, qui peuvent être soit des lits doubles, soit 2 lits simples.
On a un canapé convertible dans le salon. C'est un peu moins confortable, mais ça permet de monter jusqu'à 10 personnes qui ont des vrais lits. Et après, on peut éventuellement même compléter avec des lits d'appoint plutôt pour des enfants, puisqu'il y a des chambres qui sont suffisamment grandes pour éventuellement des lits enfants aussi, des lits bébés, s'il y a besoin. D'accord, vous pouvez adapter, effectivement. Ouais, entre 8 et 12 personnes, on va dire. Ok. Et alors, donc le point de départ, donc c'est dit, on rejoint cette association des ludogîtes. Et comment ça se passe à ce moment-là? À partir du moment où on entre dans l'association, il y a un cahier des charges à respecter, il y a une charte, des engagements particuliers. C'est quoi un petit peu le label? Parce qu'il y a un label. Hein. Donc, oui, il y a un label. Le label, il repose autour de 3 critères. Le premier critère, c'est qu'il faut avoir un hébergement touristique avec un niveau de confort qui soit suffisant, on va dire. Il faut que ce soit un gîte ou une chambre d'hôte à proprement parler, qu'on n'aurait aucune honte à mettre à disposition sur n'importe quelle plateforme, toutes les plateformes qu'on connaît. Hein. Donc ça, c'est, je dirais, ce qu'il y a de plus classique. Ok. Le deuxième critère, c'est que dans le gîte, il faut qu'il y ait une ludothèque qui soit à disposition des hôtes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que cette ludothèque, elle soit suffisamment fournie pour pouvoir plaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y ait une variété de jeux qui fasse que n'importe qui vient loger dans nos gîtes, qui soient des joueurs avérés, qui soient des familles avec des enfants, des personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer, ils trouvent leur bonheur. Et on a une variété de jeux qui soit suffisante pour que n'importe qui puisse trouver de quoi jouer pendant tout le week-end ou pendant tout le séjour d'une semaine avec des jeux qu'il découvrirait. Okay. Ce qu'on veille aussi, c'est que les ludothèques soient suffisamment renouvelées, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des jeux pour tous les publics, mais aussi des jeux qui sont régulièrement rachetés, parce que tu sais comme moi que des jeux, il en sort je ne sais pas combien par jour, mais c'est au goût du jour. On peut avoir des clients qui sont friands de nouveautés, donc nous on se fait fort de mettre à disposition aussi des nouveautés, ce qui ne va pas forcément intéresser le client qui n'a pas l'habitude de jouer et qui de toute façon n'a pas vu sortir ni Catan, ni Zénith, ni les derniers As d'or. Mais on a une certaine partie de notre clientèle qui, par contre, sont très friands de ça. J'allais dire, forcément, tu as forcément 2 types de clientèle. Tu as ceux qui viennent un week-end en Normandie, qui ne sont pas joueurs, et puis tu as ceux qui s'amusent peut-être à faire la carte des ludogîtes de France. Oui, c'est ça. Ouais, on en a régulièrement qui nous disent on est déjà allé à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Le troisième critère, il est important. C'est que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des passionnés qui gèrent le gîte. Alors, ils sont propriétaires ou gérants, et qui soient sur place. C'est-à-dire, ce qu'il y a en creux derrière ça, c'est on ne veut pas que ce soit juste une ludothèque dont on vous file les clés, mais où il n'y a personne pour vous conseiller. On veut qu'il y ait vraiment des gens derrière qui soient à même de conseiller les clients quand ils arrivent, leur conseiller sur un certain nombre de jeux, voire pendant le séjour, de débriefer avec eux, de faire le point sur ce à quoi ils ont joué, ce qui leur a plu, ce qui leur a moins plu, et de pouvoir poursuivre derrière le conseil ludique, voir s'ils nous invitent, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Moi, c'est un gîte, c'est pas une chambre d'hôte, donc à partir du moment où j'ai filé les clés, les gens ils sont chez eux, je vais pas les embêter. Mais s'ils veulent m'inviter et que je suis disponible pour faire un jeu, tu refuseras pas. Généralement, je le fais assez volontiers. C'est pas une obligation dans notre label. Par contre, l'obligation, c'est qu'on puisse apporter du conseil aux gens, quel que soit encore une fois, quel que soit leur profil. Du conseil et puis forcément de l'explication de règles. Tu peux prendre ce temps-là aussi, j'imagine. Pas forcément toujours jusqu'à l'explication de règles, mais au moins si c'est des populations, par exemple, qui n'ont pas l'habitude de jouer. Moi, les derniers trucs auxquels j'ai joué, c'est... j'ai joué à Skyjo chez mon cousin la dernière fois, où j'ai joué à Trio... généralement des jeux qui sont devenus grand public parce qu'ils ont eu un grand succès. On essaye de les faire sortir un peu de cette zone de confort-là et du mainstream des jeux en leur proposant des jeux qui sont à peu près de ce niveau-là, qui vont avoir des mécaniques assez comparables, assez similaires, mais qui vont pouvoir permettre de mettre en avant des auteurs qu'on aime bien ou des éditeurs qu'on aime bien ou des approches un peu différentes. Oui, tu vas sonder un petit peu quel type de joueurs ils sont déjà et effectivement sur quoi tu peux éventuellement les amener. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, exactement. Et après, soit on les laisse en autonomie, soit on les accompagne en fonction du besoin qu'ils expriment et puis de notre disponibilité à nous et de comment le courant passe aussi. Oui, bien sûr, ça joue vachement forcément. Et c'est vrai que c'est ce qu'on cherche dans le jeu. C'est avant tout, c'est la convivialité aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, c'est ce que tu peux apporter forcément par rapport à un gîte peut-être traditionnel
traditionnel. C'est sûr que les fois où on réussit à créer ce lien ludique et à se faire inviter à jouer ou à boire un coup les deux et puis qu'on partage autour des jeux, c'est dans cette expérience de propriétaire de ludogite les moments les plus agréables. Ouais, c'est gagné. Enfin, c'est comme ça l'expérience. Ouais. Et donc, par rapport à l'association, justement, combien de ludogites existent maintenant en France et comment fonctionne un peu cette association? Donc, c'est une association loi 1901 assez classique, hein, donc avec un président, un trésorier, un secrétaire qui sont élus en assemblée générale tous les ans. Enfin, ça, c'est du grand classique. On est tous propriétaires ou gestionnaires autonomes de nos gîtes avec nos propres modes de fonctionnement. Enfin, on est complètement autonome sur notre manière de fixer les tarifs, d'appartenir à telle ou telle plateforme de location ou pas. D'accord. Et à l'heure actuelle, on est 20 ludogites adhérents. Ok. Donc il y en a 14 qui sont déjà ouverts et il y en a 6 qui sont ce qu'on appelle en travaux. C'est pas forcément physiquement des travaux, mais c'est quand on considère qu'ils remplissent pas tous les critères, donc les 3 critères du label dont on a parlé, pour rentrer déjà dans l'association et être à même de proposer ce service-là à des futurs clients. Donc en règle générale, c'est les travaux qui sont pas finis. Ça peut être aussi des gens qui veulent nous rejoindre. On a regardé quand ils se sont fait connaître les jeux qu'ils avaient à disposition et on leur a dit voilà, vous n'avez pas suffisamment de jeux de tel type. Par exemple, si c'est des gens qui n'ont pas d'enfants, on peut leur dire achetez un peu de jeux d'enfants, familiarisez-vous avec et après on pourra considérer que vous êtes ouvert ou alors ça peut être des jeux experts à l'inverse. Oui, bien sûr. Donc il y a ce conseil et cet accompagnement aussi en final. Voilà, donc les ludogites qui sont pas en activité, ils peuvent bénéficier de tout ce conseil parce qu'on est tous passés par les tracasseries administratives de qu'est-ce que je dois faire pour ouvrir un gîte auprès de ma mairie, est-ce que je fais une SCI, une société machin, est-ce que je prends des draps doubles, des draps simples, qu'est-ce que je choisis comme lit, est-ce que je prends une femme de ménage, comment je facture le ménage. Toutes ces questions-là, on est déjà une vingtaine à se les être posées, donc autant mettre en partage. Autant mettre ça en commun. Bien sûr. Évidemment, on parle aussi de jeux entre nous, même ceux qui ne sont pas ouverts. On se partage nos coups de cœur ludiques. Vous avez des gîtes un peu dans les 4 coins de la France. Je crois que tu es le seul en Normandie. En Normandie, je suis tout seul. Ouais. Et donc, vous arrivez à vous voir un petit peu de temps en temps pour essayer d'échanger et peut-être de jouer tout simplement. Ça se fait beaucoup en visio. Hein. Toutes les réunions statutaires de l'association se font en visio. En 2025, pour la première fois, on a réussi à se voir physiquement. On arrive toujours à se croiser dans des festivals. Alors, il y a des festivals petits, entre guillemets, sur lesquels il n'y a que les locaux qui viennent, comme nous ici à Gonfreville, par exemple. Mais sur des gros festivals comme Cannes ou Paris Ludique ou Vichy, on réussit quand même à se croiser à quelques ludogites. Là, pour la première fois, on a fait le choix en novembre de se regrouper tous dans un ludogite. On était à peu près une bonne dizaine ou une bonne douzaine de ludogites à se retrouver juste pour le plaisir d'être ensemble, de jouer, oui, c'est chouette de parce partager un peu. Vous pouvez vous faire découvrir vos ludogites chacun votre tour en fait. C'est ça, oui. Après, tous les ludogites ne sont pas à même de recevoir l'ensemble des autres membres de l'association. Ils ont 4 couchages, donc dans ce cas-là, il faut aller chercher les solutions d'hébergement à côté, mais c'est aussi l'intérêt. Ouais. C'est variable aussi, j'imagine, tout le monde n'a pas forcément le même type de gîte ou le même type de prestation aussi, je ne sais pas. Oui, c'est ça, il y a de la chambre d'hôte, il y a des gîtes. Ça va de 4 personnes jusqu'à 19 personnes, donc il y a vraiment tout. Par rapport à la ludothèque justement que toi tu proposes dans ton gîte, tu as à peu près combien de jeux et comment tu la composes cette ludothèque justement? Alors moi, je dois avoir actuellement un peu moins de 900 jeux. Donc quand j'ai commencé, quand je suis rentré dans l'association, on en avait un peu moins de 400. Donc on a acheté des jeux surtout suivant nos envies. Le fait d'être dans le monde du jeu et d'être régulièrement sollicité ou appâté par toutes les nouveautés qu'il peut y avoir, forcément ça aide. Les ludogites, c'est aussi un bon prétexte pour acheter des jeux en se donnant bonne conscience, en se disant c'est pas pour moi, c'est pour les clients qui vont venir dans le gîte. Mais on prend quand même plaisir à les acheter. Et puis après, il peut y avoir certaines catégories de jeux aussi qu'on n'aurait pas spontanément acheté, mais qu'on va essayer de s'efforcer d'acheter parce que ça ne correspond pas à notre pratique ludique à nous. Par exemple, nous, on n'a plus d'enfants. Notre plus jeune, elle a 12 ans. Des jeux pour enfants de 5 ans, spontanément, j'en achèterai plus. J'essaye quand même de tenir au courant régulièrement et puis d'acheter les nouveautés, les choses qu'on se conseille entre ludogites. On a tous, je pense, aussi une sorte de règle éditoriale dans nos gîtes avec des choses qui nous plaisent beaucoup et d'autres moins, qu'on va avoir tendance à pas avoir du tout ou presque pas. Moi, par exemple, je suis pas fan de jeux de rôle, vous ne trouverez pas de jeux de rôle chez moi, il y en a d'autres qui en ont. Nous, à côté du gîte, on fait du maraîchage bio, donc on va plutôt avoir des jeux
un peu dans ce trip nature, écologique. À l'inverse des jeux de guerre, des jeux où il faut détruire la planète pour construire la plus grosse usine du monde, on va pas en avoir beaucoup et c'est pas ceux qu'on va avoir tendance à acheter en premier, quoi. Ouais, d'accord. Non, mais c'est bien, ça fait sens pour le coup. Est-ce que par rapport à ces achats de jeux, etc., par exemple, avec les Ludogîtes, avec l'association, vous avez des partenariats avec des éditeurs ou des distributeurs? Parce que c'est vrai que, mine de rien, ça rentre, c'est un Oui. budget aussi. On a des partenariats, oui, avec un certain nombre d'éditeurs qui parfois nous envoient des jeux pour qu'on les mette en avant dans nos gîtes. Ouais. Ou des tarifs d'achat peut-être préférentiels, ce genre de choses? Soit c'est des tarifs préférentiels, soit ils nous offrent des jeux qu'ils ont envie de mettre en avant et qu'ils ont envie qu'on fasse partager dans les gîtes. Ok. Alors on garde notre indépendance par rapport à ça jusque-là, c'est-à-dire qu'on ne s'impose pas, on n'est pas influenceur au sens où on viendrait proposer tel jeu Particulièrement ce jeu, oui. parce qu'on nous l'a offert. En règle générale, on réussit à avoir des jeux qui nous plaisent et à en mettre un certain nombre en avant. Et, de toute façon, ils sont toujours dans la ludothèque, quoi qu'il arrive. On les a en double, on les fait gagner ou on les offre à nos clients si ça leur a plu. Donc, c'est toujours des partenariats qui sont bénéfiques pour tout le monde. Ça, c'est en termes de jeu et juste mise à disposition de jeux. Et après, on commence à essayer de faire des partenariats un peu différents. Par exemple, c'est un autre média ludique qui avait fait un concours sur la sortie de Le Chat et la Tour. Je ne sais pas si tu vois le jeu. Le but du jeu, c'est d'empiler. Le principe, c'était qu'on devait envoyer la photo quand on avait réussi à arriver au 20e étage. Au 20e étage. Et ils avaient fait gagner un séjour dans un ludogîte, celui qui avait gagné le concours, le premier qui avait réussi le challenge. Et donc, ils nous ont sollicité pour savoir quels étaient les ludogîtes intéressés pour faire ce type de partenariat. Est-ce que le challenge a été réussi? Oui. Ils ont gagné, ils sont allés chez nos copains, ou en tout cas, ils vont y aller à la cachette ludique. Ok. Parce que c'est hyper dur. En Alsace. C'est hyper dur. Moi, je suis allée au 15e étage pour l'instant. Moi, je suis arrivé à 12, je crois. J'ai vu que du coup la ludothèque aussi était disponible sur MyLudo. Sur MyLudo, ouais. Comme ça, on peut préparer le séjour et aller piocher un petit peu peut-être avant dans la ludothèque. C'est ça l'idée? Oui, c'est l'idée pour les gens qui connaissent. Donc là, on est plutôt sur les joueurs déjà expérimentés qui viennent voir ce à quoi ils peuvent venir jouer. Ça permet de se préparer, ouais. Pour avoir déjà séjourné dans d'autres ludogîtes, si on ne s'est pas préparé à être devant une armoire de 800 jeux, on perd une bonne partie de son séjour à le choisir. Donc, Alors justement, comment ça se passe ça? Parce que tu dis effectivement tu as 900 jeux. Les gens ils se retrouvent devant une ludothèque de 900 jeux. Tu fais une présélection avant, tu les sondes un peu. Comment tu t'arranges pour les accueillir au mieux justement et qu'ils ne se retrouvent pas devant un truc qui peut faire un peu peur? En fait, moi, ma ludothèque principale, c'est des étagères, le nom assez classique de chez Ikea que tout le monde a pour ranger ses jeux, Je vois. qui sont dans une unique pièce qui est à l'étage. Donc ça, c'est la ludothèque principale, on va dire. Au rez-de-chaussée, dans le séjour et à l'endroit où on peut jouer, il y a une étagère d'une dizaine de cases où je mets plutôt une sélection de jeux. Donc ça va être quelques cases avec des jeux enfants qui tournent bien, les cases avec les nouveautés, les jeux qu'on a envie de mettre en avant, ou soit parce qu'on les a reçus récemment, on les aime bien. Un petit coup de cœur du moment. Les coups de cœur du moment. On essaye d'y mettre aussi des jeux d'ambiance, des jeux d'apéro, enfin les trucs qui vont tourner assez facilement dans les moments les moins formels du séjour. On essaye de mettre en avant aussi les auteurs locaux. C'est une case spécifique avec quelques auteurs normands qui sont là en permanence. Grégory Grard, par exemple. Si je peux pas mettre tous les jeux de Grégory Grard, la case n'est pas assez grande. Mais, Ah oui, ça commence à bien se remplir, c'est vrai. Mais il y en a quelques-uns, effectivement. Et donc voilà, et ça tourne aussi en fonction des nouveautés. Et en fonction des échanges qu'on peut avoir avec les gens avant qu'ils viennent, j'essaye aussi de faire tourner ça, voire de sortir des jeux même en dehors de ces étagères-là, de les mettre carrément sur une table en disant voilà les jeux auxquels je vous propose de jouer dans un premier temps et puis vous me rappelez si ça vous a plu ou pas. Ouais, tu fais un petit accueil aussi, j'imagine, quand les gens arrivent, d'accord, en leur expliquant. C'est pas toujours faisable en fonction de l'heure à laquelle ils arrivent. Souvent, quand les gens ils débarquent avec 12 tonnes de valises, ils n'ont pas envie qu'on leur raconte les jeux de société, ils ont envie de se poser, de se faire à manger, de prendre une douche. Donc généralement, on leur propose plutôt de revenir quand ils sont posés, quoi. Et alors justement, est-ce que tu as aussi des groupes de joueurs aguerris qui viennent et qui sont habitués et qui, eux, viennent avec une idée très précise? Ça t'arrive? Ça, on en a de plus en plus. On l'a bien vu depuis 4 ans qu'on est ludogîte, là. Au début, c'était vraiment des gens qui tombaient sur la ludothèque par hasard. Et maintenant, surtout cette année là et la fin d'année dernière, on a beaucoup de gens qui viennent pour le week-end pour fêter l'anniversaire surprise du copain qui est gros joueur.
et qui va avoir la surprise de trouver tous ces jeux quand ils arriveront dans le lieu, quoi. Ouais. Et justement, tu travailles, vous fonctionnez un peu avec des associations. Là, toi-même, tu fais partie d'une association sur IFTO, une association de joueurs, c'est ça? Tu fonctionnes un peu avec des associations, avec par exemple un bureau d'auteur. Je pense à peut-être, tu sais, faire des séjours un peu créatifs, de création de jeux, ce genre de choses. Ça, c'est des choses auxquelles tu as pensé, que tu as déjà fait peut-être? Oui, ça, c'est des choses on essaye tous, pas que moi, de faire, de les inviter. Il y en a un certain nombre de ludogites qui le font déjà de manière assez régulière, ceux qui sont le plus implantés dans leur environnement ludique local, on va dire. Ok. Moi, je renouvelle l'invitation pour les bureaux d'auteurs normands ou les associations normandes, sachant que j'ai quand même une capacité assez limitée, 10, même pour une association, c'est assez faible. Mais on est en train de construire une salle de réunion aussi qui pourra contenir 50 personnes, donc ça ouvrira d'autres perspectives. Par exemple, on avait accueilli MyLudo au tout début, qui eux aussi sont un peu éparpillés partout en France et qui s'étaient retrouvés chez nous. Bon, évidemment, ils ont passé leur temps à jouer. Ça fait plaisir aussi. Oui, on est preneur d'accueillir comme ça Au contraire, des bureaux d'auteurs, des éditeurs s'ils veulent faire des séminaires, des choses comme ça. Des sessions de travail. C'est vraiment ce qu'on cherche à offrir aussi. Ouais. Alors j'imagine que c'est peut-être le genre de démarchage que l'association fait aussi lors de grands festivals. Je pense au festival de Cannes par exemple, où vous serez présent. C'est typiquement les raisons pour lesquelles on va aussi au festival de Cannes. Ouais. C'est pour montrer que au-delà de l'offre purement touristique, nous on a aussi vocation dans le monde du jeu à jouer ce rôle-là et à proposer des solutions d'hébergement ou d'accueil qui soient pas forcément de nuit pour le monde du jeu qui aura envie de se retrouver à l'occasion d'un week-end, d'une semaine, juste d'une soirée. Alors tu disais qu'effectivement, quand tu tombais sur des familles qui ne connaissaient pas des jeux, tu vas leur proposer et voilà, essayer de les faire goûter aux jeux modernes. Mais à l'inverse, si tu tombes sur des joueurs qui ne font que jouer et qui ne sortent pas du tout, est-ce que tu les incites aussi à aller... est-ce que tu es aussi ambassadeur de la Normandie? Oui, c'est déjà arrivé. Je raconte souvent l'anecdote, mais des joueurs qui étaient venus sur un week-end de mai de 3 jours, au bout du deuxième jour, je vais les voir et je leur dis vous avez été voir la mer quand même c'est à 10 km la mer, donc c'est pas... non, mais on n'a pas envie. Bon, après, je vais pas les mettre dehors. Non, Ils bien font ce sûr. qu'ils veulent à partir du moment où ils ont loué le gîte. Effectivement, dans ce qu'on envoie aux gens avant qu'ils viennent et dans la partie accueil, on est aussi un gîte normal, on va dire. Donc, on va leur vanter tous les plaisirs touristiques. À la fois ambassadeur du jeu et ambassadeur de la Normandie. Le but du jeu, c'est pas de les enfermer. Non, bien sûr. On sait leur montrer les meilleures plages, en fonction de ce qu'ils ont envie, les endroits à visiter, les balades à faire, s'ils veulent aller courir, faire du vélo, de la rando, découvrir des producteurs locaux, puisqu'on en est un aussi. On a tout un tas de bonnes adresses à leur confier, quoi. Et par rapport justement à d'autres ludogîtes, chaque ludogîte a une spécificité. Est-ce que du coup, la Princesse au petit pois en a une spécificité par rapport, tu disais, par exemple, à votre exploitation? Il y a possibilité de venir voir un peu comment vous travaillez? Nous, notre spécificité, c'est que effectivement, on est sur une exploitation de maraîchage bio, donc on peut aussi profiter des produits, on peut aussi faire visiter l'exploitation. Si c'est des enfants qui ont grandi en milieu urbain, c'est toujours sympa d'aller voir comment ça pousse des tomates et des carottes et que ça pousse pas tout à fait de la même manière. D'aller voir la mare en saison, voir qu'il y a des têtards, des grenouilles. Ce côté un peu pédagogique aussi. On prend plaisir à le faire avec eux aussi. J'allais dire, on est le seul ludogîte au bord de la mer. Maintenant, il y en a en Martinique avec qui on rivalise pas. Non. Mais voilà, on a aussi cette spécificité-là de pouvoir offrir des séjours à la plage. Oui, c'est sûr. Et puis c'est vrai que ce côté partage, il est aussi sur le patrimoine, sur la gastronomie, etc. Ça, Enfin, ça va ensemble, quoi. Ouais. Et je vais revenir à la gestion de la ludothèque. Comment ça se passe? Parce que la plupart des joueurs, on est assez maniaques avec nos jeux. Comment ça se passe justement le prêt de jeu? Il y a des règles pour que justement on mange pas en même temps qu'on joue, ce genre de choses. Enfin, c'est des choses un peu basiques. Qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça se passe au mieux, pour aussi ne pas retrouver tous les jeux mélangés? Enfin, Alors effectivement, il y a des règles, mais tu les as quasiment toutes dites. d'accord. Donc nous, c'est affiché à l'entrée du gîte et on essaye d'y sensibiliser les gens quand ils viennent. La première, c'est qu'on joue pas, on mange pas en même temps qu'on joue, donc on peut tolérer l'apéro jeu ou le thé avec le jeu, mais par contre, on veut pas retrouver des traces de grâce sur nos jeux. Le deuxième, c'est que on veut pas que ce soit le bazar dans nos jeux, donc on demande aux gens à pas en sortir plusieurs à la fois, sur une seule table, un seul jeu, et puis pas laisser les enfants jouer, dit comme ça, laissez pas les enfants jouer avec les jeux, c'est un peu bizarre.
Ce qu'on demande, c'est que ce soit les parents qui empruntent les jeux, que les enfants jouent sous la responsabilité de leurs parents. Qu'ils n'aillent pas sortir tous les jeux dans la ludothèque pour trouver au bout du 25e celui qui voulait jouer et puis laisser le bazar. Ouais, ou jouer à autre chose en fait avec les pions Ça, du jeu. et Quoi. puis voilà, un jeu, c'est pas un jouet, quoi. Ça, on veut bien les sensibiliser sur le sujet. Et le dernier truc qui surprend beaucoup, c'est que moi, je demande aux gens de ne pas ranger les jeux. Ok. C'est-à-dire que quand ils ont fini un jeu, j'ai une table avec tous les jeux joués et je leur demande de le remettre là. Ça me permet, alors par son âge, je le fais pas à chaque fois, mais de vérifier que le jeu il est complet. Oui, bien sûr. Ça me permet de savoir quels sont les jeux qui sont sortis, ce qui est quand même pas mal. Et puis, ça me permet de les remettre à l'endroit où je voudrais qu'ils soient dans la ludothèque. Qu'ils soient Et bien rangés. dans le bon sens. S'ils doivent être verticaux, ils sont verticaux. S'ils doivent être horizontaux, ils sont horizontaux. Ok. Voilà, la maniaquerie, c'est comme ça qu'on la met en œuvre. Et globalement, ça se passe plutôt bien. C'est plutôt Il respectueux. nous arrive de pester de temps en temps parce qu'on retrouve un jeu qui ne devait pas être au bon endroit ou qu'il est à l'envers. On voit le code barre au lieu de voir le titre. Mais globalement, ça se passe Ouais. plutôt bien. Ouais. Et vous perdez pas trop d'éléments de jeu, ce genre de choses aussi? Non, mais là, pareil, j'ai une boîte objet trouvé et je demande aux gens s'ils trouvent un truc qu'ils savent pas où ça va, plutôt que de le remettre n'importe où, ils me le mettent là. Soit je me rappelle où c'est, soit je fais une photo, je le mets sur les réseaux, les trucs assez classiques, d'où vient cette pièce. D'accord. Parce qu'au bout de 900 jeux, Oui, ça fait quand même. on Ouais. commence à plus s'en rappeler, quoi. Et alors, tu parlais effectivement, c'est intéressant aussi de voir ce qui est sorti, ce que les gens ont joué. Et est-ce que tu saurais dire un peu la tendance en fait sur ton année 2025 des jeux qui ont peut-être plus plu? Je sais pas si tu te fais un top des jeux sortis dans ta ludothèque. Non, c'est assez difficile, j'avoue. Pour l'instant, je note pas, donc je suis pas à même de faire des statistiques. Les jeux qui sortent, c'est quand même plutôt les jeux qu'on met en avant dans ce que je disais dans notre étagère, qui est plutôt la mise en avant dans le séjour des jeux qu'on préconise. Alors, quels seraient les incontournables un petit Les peu? jeux qui ont des gros succès, c'est les mêmes qui tournent assez régulièrement, les un peu best-sellers. On va trouver du Flip 7. Flip 7, je l'ai pas, donc je sais pas. Ah, c'est vrai? Ah, d'accord. Non, ouais, les trios, un niveau un peu au-dessus, Château Combo, Zénith. D'accord. Des jeux d'ambiance aussi, ça sort beaucoup parce que mine de rien, les gens ils viennent aussi pour passer du bon temps et discuter Oui, bien entre sûr. copains. Et même en étant joueur, quand on se fait des week-ends jeux, on finit sur du jeu d'ambiance à un moment ou à un autre parce que c'est l'heure de manger, tout ça. Donc Ouais. on va pas installer un jeu de plateau qui dure 3 heures, quoi. Bien sûr. Donc ceux-là, ils tournent régulièrement à la fois avec les joueurs réguliers et avec les joueurs occasionnels. Mhm. Voilà. Après, les enfants, c'est un peu toujours la même chose aussi. Les enfants, ils ont plutôt tendance, si on les pousse pas, à sortir ce qu'ils connaissent. Ouais. Donc j'ai planqué les Monopoly, j'avoue, parce que j'en avais marre qu'ils T'en as quand ne même. découvrent pas tous les autres. J'en ai quand même, mais ils sont cachés, ouais. Ok. Donc ouais, les enfants, ça va être pareil du jeu un peu. J'imagine que tu tables un peu sur des jeux qui ont pu avoir des prix aussi peut-être sur ce type de jeu. Ouais, ou des jeux qui sont assez visuels. Généralement sur les jeux enfants, déjà si on va piocher effectivement sur ceux qui sont ne serait-ce que nominés aux As d'Or ou autres, Oui. il y a toujours On se plein de trompe bonnes pas choses. quoi en général. Et puis, comme je disais, dans le réseau des Ludogites, on a tous aussi à un moment ou à un autre nos coups de cœur. À chaque fois qu'on finit une visio, on essaye de prendre une demi-heure pour se donner le jeu coup de cœur de chaque De chacun. Ludogite. Donc on repart avec une liste de courses de 20 jeux. On n'est pas en mal d'idées, quoi. Bon. Ça, plus aller traîner chez nos boutiques de jeux préférées. Et toi, tu es quel type de joueur et quels sont un peu tes jeux coup de cœur là du moment? Moi, je suis plutôt un joueur, on va dire, initié, sur du jeu initié, plutôt un peu stratégique. Donc là, les gros jeux coup de cœur de ces derniers temps, on a bien aimé Zénith. Ouais. On reste dans le produit local. Moi, c'est mon jeu coup de cœur 2025. Hein. On a adoré aussi, dans un tout autre style, Ritual. C'est complètement un ovni, dans le sens où c'est un jeu où on ne se parle pas. Quand on explique les règles, on se regarde en disant mais ça va jamais marcher ce truc-là. Le jeu il tourne pendant 2-3 minutes et puis à un moment donné il y a un déclic Ouais. et on y arrive et après il se passe un truc magique autour des parties de Ritual. Ça c'est un jeu qu'on a bien épuisé. Ouais, c'est du coopératif effectivement sans se parler et où il va falloir réussir à compléter des sorts en fait, hein, sans se parler et se donner les bonnes pierres, etc. Alors moi j'étais, j'avoue, complètement nulle à ce Ah bon jeu. Ah ouais, j'y arrive pas. Ouais, c'est marrant, il y a des jeux. En fait, ce qui est difficile, on a un copain, je vais pas citer son nom des fois qu'il entend, qui est complètement nul aussi à ce jeu-là. C'est parce qu'il veut tout faire en même temps. Ce qui est magique dans ce jeu-là, c'est que vu que c'est coopératif, si tout le monde veut être le premier à gagner, le jeu il se débloque jamais et on n'avance pas. Oui. Et il faut réussir à avoir le déclic de se dire
Là, on va pas y arriver. Je vais laisser les autres faire leur truc. Je laisse tomber Et moi, le je mien. joue en dernier. Et ça, mais c'est magique. Enfin, c'est une belle leçon de vie aussi, quoi. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Je trouve que le jeu, il est vraiment super intéressant. Le fait que ce soit timé aussi, moi, ça me stresse et j'arrive pas à comprendre ce que veulent les gens. Et voilà. Bon. Après, voilà, il y a des fois, on n'est pas fait pour tous les types de jeux. Mais ok. Est-ce que tu voudrais ajouter autre chose, par exemple, par rapport à l'évolution, peut-être que tu souhaites avoir par rapport à ton gîte ou par rapport au projet de l'association? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais envie de dire? Si on peut parler du projet de l'association, nous, on cherche toujours à accueillir de nouveaux adhérents. Il y a un certain nombre de régions dans lesquelles on n'est pas du tout implanté. Donc, Lesquelles, par exemple, tu vois, on a la carte là. Côté Bretagne, il n'y a pas grand monde. Côté méditerranéenne, il n'y a pas grand monde. Côté Aquitaine, il y en avait quelques-uns, mais ils ont quitté l'association. On a maintenant quelques grands trous sur la carte de France. Voilà, donc s'il y a d'autres gens qui veulent nous rejoindre, on les accueille avec plaisir, à partir du moment où ils remplissent les conditions, les critères, quoi. Et puis, on voudrait aussi, en tant qu'association, et c'est ce qu'on est en train de faire là, vraiment commencer à s'implanter comme un acteur dans le monde ludique. Nous, notre conviction, c'est qu'on a créé quelque chose qui n'existait pas. Il y avait des boutiques de jeux, il y avait des associations de jeux. Il y avait des éditeurs, des distributeurs, mais cette proposition-là, des barrageux aussi, mais cette proposition-là de hébergement plus jeu, on l'a un peu lancée et donc on cherche à se faire notre place aussi dans le monde ludique en tant qu'acteur, quoi. Et est-ce que justement, parce qu'il y a un groupement national qui regroupe aussi des associations d'éditeurs, d'auteurs, les groupements café ludique, groupement etc. interprofessionnel. Voilà, groupement interprofessionnel. Et c'est une chose à laquelle vous aimeriez participer? Oui, on souhaite les rejoindre. On considère que voilà, on a aussi notre part à jouer dans cet environnement et dans cet écosystème. Et alors là, il y a le Cannes qui se profile, le festival de Cannes. Ouais. Vous y serez en tant qu'asso et qu'est-ce que vous allez y faire justement? Donc on y sera, on aura un stand sur lequel évidemment on présentera les ludogîtes. On fera jouer aussi les gens. On aura une table où chaque ludogîte aura proposé un de ses jeux coup de cœur et on proposera aux gens de les jouer. Ça permet de jouer dans un contexte un peu différent des tables des éditeurs. Okay. Puis on aura aussi des dédicaces, trois auteurs qui viendront dédicacer leurs jeux. En particulier, j'ai invité Émeric Proulx, qui est un auteur d'Yvetot, qui a fait un jeu qui s'appelle Pic-Pouce. Ah, j'en ai entendu parler dans une boutique. Ouais. Voilà, donc il viendra dédicacer son jeu, je ne sais plus, le samedi matin ou après-midi. Ok. On aura aussi Jean-Louis Roubira, qui est l'auteur de Dixit, qui a sorti son nouveau jeu qui s'appelle Good Fortune, qui viendra faire une dédicace chez nous. Un troisième auteur dont je suis désolé, j'ai oublié le nom, qu'un collègue d'Ardèche à contacter parce qu'il est de son coin aussi, qui viendra dédicacer son jeu également. On ira voir ça sur la page des ludogîtes, on va bien trouver l'info. Il y a ça, on fera un jeu concours de tombola avec possibilité de gagner des jeux, des goodies, un séjour dans un ludogîte. Donc voilà, faut pas hésiter à venir nous voir. Ouais, c'est chouette, ça va être actif. Alors si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serais-tu ? Est-ce que tu serais de la pose d'ouvrier, du bluff, du deck building J'aime bien le draft. Le draft ? Parce qu'il faut partager et puis il faut se dire qu'il faut choisir et renoncer. Ouais, ok. Et puis effectivement, tu es dans le partage, a priori. Voilà, c'est ça. Si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu ? Tu serais du compétitif, du coopératif, du coopératif, oui. Coopératif ? Oui, coopératif. Ouais, ok. Ouais. Pareil, le côté associatif qui prend c'est ça. Qui prend le dessus. Puis il y a suffisamment de compétition dans notre monde. Enfin, on va pas faire de la philosophie de comptoir, mais on peut aussi s'amuser en étant coopératif. Donc voilà. Ok. Et si tu étais un auteur de jeu, lequel serais-tu ? Ah, c'est plus difficile ça. Surtout que j'ai pas du tout la mémoire des noms. C'est pas une question piège, mais quand même. Non, alors un peu plus dur. Après, tu as le droit à un joker. Ouais. Et sinon, je te poserai une autre question. Ouais, les jokers. Voilà. J'attendais un petit peu. Alors, si tu étais plutôt une thématique de jeu, une thématique, un univers, lequel serais-tu ? Moi, j'aime bien les thématiques environnementales. Généralement, c'est des thématiques qui créent des combos parce que finalement, un écosystème, c'est tout un tas de choses qui sont liées et qu'on arrive à créer en faisant travailler les gens justement sur Ouais, bien sûr. Sur ces thématiques environnementales. En créant des associations entre des animaux, des végétaux. Enfin, ça peut être du forêt mixte, des choses comme ça. J'aime bien ces thématiques-là. Ok, pour qu'il y ait une harmonie.
Ou Harmonie, c'est pas mal aussi. Ouais. Ok, je te remercie. Et toute dernière question, c'est pour savoir si tu aurais quelqu'un d'autre comme ça qui te viendra à l'idée, que je pourrais interviewer sur le podcast, quelqu'un du milieu ludique, un autre acteur du milieu ludique. Est-ce que tu aurais un nom à me proposer ? J'ai pas le droit de donner d'autres noms de mes copains Ludogite. Bah si, pourquoi pas, mais ou des rencontres que tu as pu faire dans ce milieu. Est-ce que tu l'as interviewé, Guillaume Accard, qui est à Cricto sur Ouville ou Ville-la-Rivière, je sais plus, Non. qui est créateur de jeux et qui fait un peu des jeux du style de ce que j'ai là derrière, là, qui recrée des jeux avec des jouets, des choses comme ça. Ah non, ça me dit rien du tout, non, je connais pas. Ça s'appelle Geek Home, sa boîte. D'accord. Il a créé un certain nombre de jeux. Je l'avais fait intervenir dans mon entreprise pour animer un séminaire. C'est quelqu'un qui est intéressant. Ok. Qui travaille aussi avec les fous du jeu et les gens de Fairplay, là, donc ils le connaissent bien. D'accord. Bah écoute, je note, ce serait très bien. C'est bien d'avoir quelqu'un de local aussi. Ouais. Bah super. Et bah écoute, merci en tout cas d'avoir pris le temps sur ce festival qu'on se rencontre. Et alors, on termine le podcast comme on termine les vidéos. Alors avec Pierre des Ludogites. Tu joues ou quoi ? J'espère que cette rencontre avec Pierre vous a donné l'envie de découvrir l'un des 20 Ludogites de France. Si vous avez apprécié cet épisode et souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et à me laisser des commentaires sur Instagram, Facebook ou la chaîne YouTube Tu joues ou quoi. Dans 2 semaines, je serai avec Charles Chevalier, auteur de jeux depuis une quinzaine d'années. Alors restez bien à l'écoute.